Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire que vous propose Prepsi en collaboration avec le réseau PIC et le XAPA Émergence. Je suis Mohamed Abdel Fattah, je suis pharmacien et chef de projet santé mentale et addictologie dans le cadre du programme Prepsi Contact que vous connaissez bien. Nous sommes avec le docteur Emmanuel Cueil, qui est pharmacienne et au centre hospitalier Charles Perrin à Bordeaux, avec qui nous allons aborder un sujet très important, un sujet actuel, qui est le cannabidiol ou CBD et les traitements psychotropes. Donc, vous êtes assez nombreux à vous intéresser à ce sujet et à nous poser des questions. J'espère que nous allons pouvoir y répondre. Nous sommes également avec Sandrine Carton et Thibaut Panetier, qui sont tous les deux psychologues cliniciens, pardon, au XAPA Émergence Tolbiac à Paris, dans le 13e, et qui vont aborder dans un deuxième temps un cas clinique. Donc, juste quelques rappels avant de passer la parole au docteur Cueil. Nous avons dû couper tous les micros pour le confort de tous, parce qu'avec un peu plus de 350 inscrits, donc la gestion des micros pourrait être un peu compliquée, donc on a dû les couper, désolé. Vous pouvez cependant poser vos questions via le chat tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas à vous en servir, sachant que nous avons déjà reçu pas mal de questions à travers le formulaire d'inscription. Donc, on va essayer de les répondre en premier et si le temps le permet, on va répondre aux questions posées sur le chat. Les questions qui n'auront pas de réponse aujourd'hui seront traitées et vous seront envoyées sous forme de FAQ. Voilà, et pour finir avec les infos, le webinaire est enregistré pour être rediffusé sur notre chaîne YouTube. Et sans plus tarder, je passe la parole au docteur Emmanuel Cueil pour entrer dans le sujet et je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, je vais peut-être partager le support. Alors, docteur Cueil, vous n'avez pas activé votre micro, attention. Vous m'entendez? Là, oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous voyez le support? Oui, je vois le support. On va commencer à la première diapo. Alors, merci de m'avoir conviée, dans le cadre de notre partenariat avec le réseau PIC à intervenir, sur le CBD. CBD, beaucoup de publications en ce moment. C'était très intéressant. Ça permet, on va voir aujourd'hui, on va faire ensemble un petit peu de phytothérapie, on va faire pas mal de réglementation, on va faire de la pharmaco, des interactions. Beaucoup de publications en ce moment. On va voir un petit peu ce que disent ces différentes publications. Donc, c'est vraiment un sujet hyper d'actualité. Alors, on va faire de la pharmaco, il va falloir y aller, mais je vais essayer d'être, de donner des éléments de base. Alors, on commence d'abord, qu'est-ce que le cannabis? Le cannabis, c'est une plante. Cannabis sativa. Et dans cette plante, il y a ce que l'on appelle plusieurs principes actifs. Un principe actif dans un médicament, eh bien, c'est par exemple le paracétamol est un principe actif. C'est ce qui est actif. Par rapport, dans un comprimé, on a les excipients et le principe actif. Dans les principes actifs, il se trouve que dans le cannabis, on a beaucoup de composants qui sont actifs, dont des phytocannabinoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Phytocannabinoïdes. Les cannabinoïdes sont des principes actifs. Phyto, c'est dans la plante. Parce qu'on va voir que dans notre corps aussi, nous avons des cannabinoïdes, des principes actifs cannabinoïdes. Dans notre corps, ce sont des cannabinoïdes endogènes et là, ce sont des phytocannabinoïdes. Le principe actif le plus connu dans le cannabis, c'est le THC. Et puis, il y a d'autres cannabinoïdes dont fait partie le CBD, mais on en a de nombreux, on en a à peu près une centaine. Donc, vous voyez, le plus connu,
c'est le THC. Maintenant, on commence à parler du CBD, qui aurait aussi une activité pharmacologique. Dans le cannabis, il y a non seulement ces phytocannabinoïdes, mais il y a aussi des terpènes. Alors, les terpènes, les pharmaciens, on les connaît un petit peu. C'est souvent des excipients qui peuvent donner certaines réactions. Mais ils vont potentialiser l'activité des phytocannabinoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme autre finalement principe actif? On a aussi dans le cannabis des polyphénols, des flavonoïdes et de la chlorophylle. Donc, vous voyez des composants qui sont très riches dans la plante. J'ai besoin qu'on m'enlève le petit élément sur la gauche qui apparaît. OK. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir différents chémotypes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon les plantes, selon les plants, on peut essayer de les modifier pour avoir des quantités de THC ou de CBD très différents. OK? Donc, on peut, sur un plant, essayer de modifier génétiquement les teneurs en THC et les teneurs en CBD. On le sait bien que les teneurs des plants ont été modifiées dans le temps, que dans tout ce qui est Pays-Bas, les teneurs en THC sont plus importantes que les teneurs venant d'Afrique. Donc, possibilité déjà d'agir sur le cannabis entre les teneurs de THC et les teneurs de CBD. Ça, ce sont les premiers éléments. Donc, des principes actifs qui sont dans des plantes. THC, CBD. Autre diapo. Et on va voir que là où c'est très compliqué, c'est qu'on a différents types de cannabis avec un aspect législatif très différent. On va voir qu'il y a des médicaments qui existent à partir du THC et du CBD. On va voir qu'on a le cannabis récréatif, qu'on a une démarche qui a été mise en place sur du cannabis expérimental, et puis des éléments qui sont dans notre... on n'est plus dans le sanitaire, on est sur des compléments alimentaires et un aspect très bien-être. Donc, on a à la fois des médicaments d'un côté, une démarche de cannabis expérimental. C'est pas encore, ils n'ont pas encore le statut à proprement parler de médicaments, du récréatif et des compléments alimentaires. OK. On va passer à la diapo suivante. Donc, les médicaments. Le Sativex, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il n'est finalement pas vraiment sorti en France. C'est un mélange à la fois de THC et de CBD. C'est utilisé dans les spasticités, les scléroses en plaques. On pensait l'utiliser dans la douleur. Le positionnement en France n'a pas été très clair, mais dans d'autres pays, on peut trouver déjà ce médicament qui a comme principe actif à la fois du THC et du CBD. Et ensuite, il y a un autre traitement qui vient de sortir. Il est sorti il y a 2-3 ans. Il n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché. Il est en ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Et lui, on peut l'utiliser dans l'épilepsie réfractaire et il ne contient que du CBD. C'est très important ce médicament parce qu'on va voir qu'à travers ce médicament, on a déjà eu pas mal d'informations sur des données de pharmaco, sur des données d'interaction, sur des données d'effets indésirables. Donc, déjà, des médicaments qui existent à partir l'un d'un mélange de THC-CBD et l'autre de CBD. Epidiolex. Alors, ensuite, on a ce cannabis thérapeutique dont je vous ai parlé. C'est une expérimentation qui a été décidée en 2019. Ça a été très compliqué à mettre en place avec le Covid et on voit que ça a démarré finalement en mars 2021 avec des indications très précises. Donc, on est dans le cadre d'une expérimentation
c'est avant d'avoir le statut médicament et il y a des indications précises. Les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies médicamenteuses ou non, dans des épilepsies pharmacorésistantes, donc on voit déjà un élément épilepsie qui ressort, en oncologie, des symptômes rebelles en oncologie de douleur liées au cancer ou au traitement anticancéreux, des situations palliatives et une spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. Donc, il devait y avoir 2000 patients. Il y a différents hôpitaux qui sont entrés dans cette démarche et qui testent ce cannabis thérapeutique. Les médicaments, cette démarche-là. Ensuite, on a évidemment le cannabis récréatif. On va peut-être pas trop rester là-dessus, où on voit que les teneurs, très important, on ne va pas arrêter de parler de dose. Un médicament, généralement, il y a une dose. Et là, c'est important de se voir quelle est la teneur et le pourcentage de THC. Donc, déjà, première idée. Bon, je vous ai remis ça, mais c'est pas... On passe cette diapo. Donc là, on est sur du récréatif avec des notions de pourcentage. Et ensuite, de quoi nous parlent nos patients? C'est ce qui est très impressionnant, c'est le nombre de boutiques qui ont ouvert et qui vendent des compléments alimentaires. Donc, on est d'accord qu'un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas le même statut. Donc, je vous avais retrouvé cet élément-là. Un médicament, il faut, pour qu'il y ait une dose précise, que l'on ait fait des essais cliniques. Donc, on voit que les démarches sont en train de se mettre en place sur le cannabis. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais un complément alimentaire, les demandes ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Il n'y a pas une dose précise, et la notion de dose est très importante, et il n'y a pas derrière de contrôle extrêmement poussé. Donc, on est sur un statut vraiment très particulier. OK? Alors, en plus, cette législation par rapport au cannabis, c'est un flou juridique important. Quand on regarde, dès le départ, il y a eu, si on faisait un petit peu d'histoire, un positionnement de la législation très rapidement dans les années déjà 1900-1910 où c'était interdit réglementairement en France le cannabis. Interdiction de l'utilisation du cannabis en général. Mais il y a un élément de cet article qui permet de déroger à cette interdiction, c'est la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés peuvent être autorisés. Ah, alors là, voilà, ça a ouvert une possibilité. Cette possibilité, 3 conditions, c'est des fibres et des graines. Le chanvre, c'est du cannabis. Et il faut que la teneur en THC ne doive pas excéder 0,3%. Voilà, nous avons cet élément-là. Et ça a ouvert une possibilité, finalement, d'utiliser le CBD. Pourquoi? Parce qu'il est dit que le CBD n'est pas psychoactif. OK, on va passer à la suivante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2014, commercialisation de la première cigarette électronique à base d'huile de CBD. Et c'était l'affaire Kanawepe. Condamnation en 2017. C'était je ne sais plus quel était le ministre de la Santé à l'époque, mais qui s'est positionné clairement contre le CBD. Il y a eu une saisie de la Cour de justice de l'Union européenne par les fondateurs qui ne se sont pas laissés faire, puisque au niveau européen, il y avait des possibilités. Et finalement, la France a dû rétropédaler
puisque le CBD n'apparaît pas avoir d'effets psychotropes et d'effets nocifs sur la santé humaine. Et ensuite est ressorti, le 30 décembre 2021, le fait que ça ne doit pas excéder la teneur 0,3% du delta 9 THC. Alors ensuite, il y a eu des éléments sur les fleurs et les feuilles, mais il y a eu à nouveau une suspension de l'arrêté où il est possible de vendre des fleurs et des feuilles. Donc vous voyez le CBD qui s'est mis en place, tout un aspect réglementaire qui a évolué, justement en tenant compte aussi de l'Europe et qui a permis cette vente de compléments alimentaires, mais je reprécise bien de compléments alimentaires. Et on va voir cette notion de dose et d'essais qui ont été faits justement pour voir qu'est-ce qui différencie un médicament, à quelle dose on les utilise de ces compléments alimentaires qui sont à des beaucoup plus petites doses. Suivante. Donc aujourd'hui, le CBD, c'est incroyable. Il est vraiment associé à l'idée de bien-être. Donc on le retrouve non seulement dans des compléments alimentaires, mais on les retrouve partout. C'est-à-dire, il y a des petits sachets de thé, si on rajoute du CBD à l'intérieur, eh bien ça double le prix. Tout est doublé. Il y a l'huile à usage vétérinaire avec du CBD. Donc on a d'un côté des médicaments qui sortent, qui sont sur des doses particulières, et d'un autre côté, on a ces compléments alimentaires qui sont en lien avec des idées de bien-être. Suivante. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CBD pur est autorisé comme ingrédient dans les produits cosmétiques ainsi que les dérivés du cannabis, respectant les interdictions listées à l'annexe 2 du règlement communautaire relatif aux produits cosmétiques. Ça ne doit pas être supérieur à 0,3%. Et les liquides de vapotage contenant du CBD produit de façon chimique ou obtenu par extraction des fleurs et des feuilles sont autorisés, toujours avec cette limite à 0,3%. Alors là, maintenant, donc, on sait que c'est un phytocannabinoïde, tout comme le THC. On a vu la possibilité dans la réglementation où finalement le CBD, qui dans un premier temps avait été complètement interdit en France, a trouvé une brèche dans la réglementation européenne et nous avons des compléments alimentaires. Mais ce qu'il faut comprendre au départ, et on va partir dans notre corps, parce que dans notre corps, nous avons un système endocannabinoïde qui nous est propre. Alors ça paraît incroyable parce que cannabis, pour nous, c'est une plante, mais il y a un système endocannabinoïde dans notre corps. Pour faire une comparaison, on a aussi un système opioïde dans notre corps. Il y a la morphine. La morphine est un élément... Attendez 2 secondes. Bon. La morphine est un opioïde exogène qui nous est apporté et qui est au départ à partir de l'opium. Et bien là, nous sommes dans un corollaire au niveau des cannabinoïdes avec un système endocannabinoïde qui nous est propre, comme un système opioïde qui nous est propre. Et nous sommes sur là des phytocannabinoïdes avec le THC et le CBD. Donc, dans notre corps, nous avons des endocannabinoïdes qui s'appellent anandamides avec des enzymes, des transporteurs, des synapses spécifiques, des récepteurs dont nous allons parler, des récepteurs endocannabinoïdes, donc le CB1 et le CBD2, et des récepteurs non cannabinoïdes, c'est-à-dire que c'est encore plus compliqué que ça. On a des récepteurs dans notre corps qui sont prêts à recevoir des cannabinoïdes ou les endogènes ou justement ceux qui arrivent de l'extérieur, les phytocannabinoïdes, mais aussi on a des récepteurs non cannabinoïdes et sur lesquels on va interagir. Alors ça semble très très compliqué, mais
et c'est pas simple. Mais voilà, je voulais vous faire comprendre que dans notre corps, déjà, on a des éléments endocannabinoïdes et que ça fonctionne un petit peu comme les opioïdes. Un système endogène et des éléments qui sont apportés exogènes. Et on voit que, je vous ai dit qu'on avait des récepteurs cannabinoïdes. Bien, les récepteurs cannabinoïdes, on a des récepteurs cannabinoïdes CB1. Alors, les CB1, vous le voyez, je ne sais pas si on peut élargir à tout l'écran. Ils interviennent surtout sur le système nerveux central. Ils sont plutôt positionnés dans le système nerveux central. Et puis ensuite, on a des récepteurs CB2 qui, eux, vont intervenir plutôt sur toute la partie immunitaire, une partie plus périphérique dans notre corps. Donc, on a un système endocannabinoïde, chacun, avec des récepteurs. CB1, plutôt dans notre cerveau. CB2, c'est plus au niveau périphérique, sur des organes périphériques. Donc, nous avons dans notre corps des récepteurs qui sont prêts à recevoir ces principes actifs. La suivante. Et on voit que ces récepteurs cannabinoïdes, que l'on découvre de plus en plus, eh bien, ils interviennent au niveau, alors on le sait parce que sur l'appétit, il y a tous des éléments au niveau digestif qui sont importants, ce qu'il faut retenir. Sur la douleur, il va intervenir ce système endocannabinoïde. Sur l'inflammation, mais aussi sur le système cardiovasculaire, sur le système cutané. En cancer, ça va peut-être être intéressant dans les prises en charge et on voit qu'il y a l'élément stress, anxiété, schizophrénie, dépression et addiction. OK? Donc, quelque chose qui nous est propre. Beaucoup de recherches qui sont faites sur ces récepteurs endocannabinoïdes, donc c'est vrai que ça interroge beaucoup, mais que de compléments alimentaires, on a besoin qu'il y ait beaucoup de recherches qui soient faites sur des médicaments. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que le cannabidiol vraiment au niveau chimique? Donc, on a vu que le cannabinoïde majoritaire du cannabis, c'est le delta-9-THC que nous connaissons. Mais ensuite, on a d'autres et parmi les autres, c'est ce CBD. Ce CBD, comme le THC, a comme cible principale dans notre corps justement ce système endocannabinoïde. Et on a vu qu'il y avait aussi d'autres récepteurs sur lesquels ils vont intervenir. Le CBD, il a de multiples propriétés pharmaceutiques qu'on va voir, mais il n'est pas dit effet psychoactif. Alors qu'on s'entende bien, qu'est-ce que c'est qu'un effet psychoactif? L'effet psychoactif, c'est le fait qu'il puisse donner des hallucinations. Si on veut faire très simple, c'est ça. Donc, le CBD ne peut pas donner d'hallucinations, il n'est donc pas psychoactif. Mais on va voir qu'il peut intervenir justement dans des éléments tels que l'anxiété, la schizophrénie. Mais il n'est pas par lui-même, il ne génère pas d'hallucinations. On va passer à la suivante. Et là, alors, il faut un petit peu s'accrocher, mais on voit que le CBD qui est au centre, bien sûr, il va intervenir sur, on a vu les deux récepteurs principaux CB1 et CB2 qui sont dans le système cannabinoïde, mais il ne va pas, c'est pas ses cibles principales, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il va intervenir également sur la dopamine et on sait que la dopamine, c'est un site d'action aussi des antipsychotiques et il intervient aussi sur d'autres récepteurs et celui dont je veux vous parler également, c'est la sérotonine. Donc, on dit au niveau pharmacologique que le CBD a une action
pléiotropique, c'est-à-dire qu'il est capable d'intervenir sur différents types de récepteurs, à la fois des récepteurs cannabinoïdes, CB1, CB2, à la fois des récepteurs dopaminergiques, mais aussi la sérotonine. La suivante. Et là, on va prendre du temps sur cette diapositive. Je vous ai mis de quoi? C'était le point vétérinaire. Mais c'est intéressant puisque le CBD était aussi. Donc, le THC, ce qu'il faut comprendre, c'est un agoniste partiel des récepteurs CB1 et CB2. Donc, le THC, lui, directement, il intervient sur ces deux récepteurs endocannabinoïdes. Et c'est le fait qu'il agisse sur le récepteur CB1, on a vu qu'il était surtout dans le système nerveux central, qu'il peut être amené à donner, à être psychoactif et à donner chez certaines personnes des hallucinations. D'accord? Mais on sait aussi que le système cannabinoïde, il peut y avoir des actions de type euroxygène, ça veut dire que ça augmente l'appétit, effet antiémétique, antispasmodique, mieux relaxant, psychoactif, donc hallucination, et antalgique. D'accord? Donc, le THC, ses propriétés en agissant sur le CB1 et le CB2 a une action psychoactive, antiémétique, augmentation de l'appétit et analgésique. Le CBD, donc notre autre phytocannabinoïde, a une action où on a vu qu'il agissait sur CB1, CB2, on va voir comment, mais qu'il avait aussi d'autres actions. Et lui, il est plutôt connu pour avoir une action analgésique, anti-inflammatoire, antispasmodique et neuroprotectrice. Et il agit différemment que le THC. Il n'a pas d'affinité particulière pour les sites du CB1 et du CB2. Il est, alors accrochez-vous bien, c'est un modulateur allostérique négatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller sur le récepteur CB1, mais il va avoir, dès que quelque chose va, que par exemple le THC va se mettre sur le récepteur CB1, eh bien lui, il va plus ou moins annuler l'action sur le CB1. Donc, il n'intervient pas sur ce récepteur. Il n'est pas lui-même, il ne va pas se mettre sur le récepteur, mais il va agir sur une autre partie du récepteur pour avoir une action négative. C'est un modulateur négatif. Et sur le CB2, il va aussi modifier finalement comment se présente ce récepteur CB2. Donc, ce n'est pas l'histoire entre le récepteur et la molécule où on est sur une histoire de serrure et de clé qui rentre à l'intérieur et qui a une action, mais il agit, il va modifier quelque part ces récepteurs. Il ne va pas agir directement en tant que clé et serrure. C'est ce qui est dit, n'a pas d'affinité particulière pour les sites CB1 et CB2. Il ne les active donc pas directement. Il modifie la forme et le CBD a une action pléiotropique. Donc pléiotropique, on a vu qu'il pouvait avoir par contre une action sur la dopamine et la sérotonine. C'est intéressant. OK? Donc, face à un THC qui, lui, agit sur le système endocannabinoïde, clairement, CB1, CB2, CBD, complètement différent, où il n'agit pas directement sur le récepteur, mais on sait qu'il va avoir une action, et d'un autre côté, qui agit sur d'autres types de récepteurs et de neurotransmetteurs. Alors, on parle beaucoup de CBD et de psychiatrie. Et il y a des premières études qui sortent où le CBD, quand on est à une dose de 1000 mg par jour, on va voir que 1000 mg, c'est beaucoup, c'est une forte dose. Eh bien, en schizophrénie, il commence à y avoir des publications où il y aurait une amélioration des symptômes psychotiques,
mais pas au niveau des troubles cognitifs, ça n'agirait pas. Au niveau de l'anxiété et de la dépression, ce qu'il ressort, c'est qu'il y aurait une diminution significative de l'anxiété, c'était contre une étude versus placebo, et on serait plutôt dans des doses de 300 mg par jour. Donc, notez bien les doses. Schizophrénie, 1000 mg, anxiété-dépression, 300 mg. Et aussi, puisque je vous ai dit que ça agissait sur les récepteurs dans notre corps CB1 et CB2, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des éléments entre THC qui va se mettre sur ce récepteur CB1 et CB2 et une action du CB2 qui peut avoir un élément négatif justement sur ces récepteurs. Donc, l'efficacité sur les symptômes de sevrage serait liée à l'association THC plus CBD avec une notion de 400 à 800 mg par jour. OK? Alors, après aussi, on va regarder, c'est dans l'encéphale, c'est une publication où c'est très intéressant d'avoir cet élément toujours dans une notion de dose. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le CBD peut être efficace pour traiter les désordres psychiatriques, mais à des doses beaucoup plus importantes que dans les compléments alimentaires. Dans les compléments alimentaires, quand ils prennent justement ces compléments alimentaires, on est dans des notions de 20 mg par jour, au maximum, par rapport à ces différentes huiles, alors que dans les médicaments, on est dans des notions de 300 mg par jour. Et on a vu jusqu'à 1000 mg. Donc voilà, une notion de dose très différente entre justement les médicaments et les doses dans les compléments alimentaires. Si on veut faire aussi une comparaison, la mélatonine, c'est un complément alimentaire où on peut, dans les compléments alimentaires, on va jusqu'à 1,99 mg. Là, on est dans le domaine du complément alimentaire. Quand on est sur 2 mg, dès qu'on est à une dose de 2 mg, eh bien, on est sur des médicaments qui commencent à sortir, comme le Circadin ou le Slénito, où on peut même monter jusqu'à des doses de 10 mg. Donc, vous voyez, mélatonine, c'est pas très loin. Les différentes, attention, on entend les personnes. C'est possible que vous l'ayez laissé là-bas, en hausse, en se disant c'est possible de couper la personne. Quand elle est sortie de l'acceptation de Justify, son intérêt. Vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Docteur Kay, vous avez coupé votre micro? Oui, excusez-moi. On va reprendre la présentation. Donc, je reparlais de cette histoire entre les compléments alimentaires avec des petites doses et finalement ce que l'on sait actuellement avec déjà l'Epidiolex, des posologies et des doses beaucoup plus importantes en tant que médicament. On va reprendre, j'ai plus le diaporama. Oui. Alors, je le remets. Tac. Alors, en absorption, on voit un médicament, il y a différentes étapes. Nous, on parle de pharmacocinétique. L'absorption, c'est, alors ça peut être la voie orale, ça peut être l'injection, le but du jeu, c'est qu'il pénètre dans notre corps, qu'ensuite il passe dans le sang, qu'il soit distribué ou vers des graisses, et notamment le cerveau est une graisse, ou qu'il soit distribué vers un système. Alors, il y en a qui disent qu'ils ne voient plus les diapos. Moi, je les vois. Alors. C'est bon, on les voit. Est-ce que Sandrine, tu vois les On les voit, diapos? d'accord. Oui, parfait.
Donc, le cerveau est une graisse. Les médicaments, quand ils arrivent dans le corps, ou ils passent vers des éléments plus aqueux, de type eau, ou plus dans des graisses. Le cerveau est une graisse. Donc, c'est intéressant de savoir comment le médicament, vers quoi il part au niveau des graisses. Donc, il part souvent dans le sang, puis il va vers les graisses et vers le cerveau. Une fois qu'il a eu son action sur le récepteur, il repart dans le sang et il passe dans le foie, où on verra que c'est dans le foie où il est métabolisé, c'est-à-dire qu'il passe d'une forme active à inactive, et c'est le siège de toutes les interactions que l'on va pouvoir avoir avant d'être éliminé. Je voudrais qu'on passe un petit peu de temps. Là, on a des éléments pharmacocinétiques. Quand on sort un médicament, on a besoin de toutes ces propriétés pharmacocinétiques. Donc, le fait qu'il soit sorti sous forme médicament Epidiolex, on a déjà ces éléments-là. C'est intéressant. Donc, Péros, on voit que le Tmax, ça veut dire c'est au bout de combien de temps que la concentration est maximum. On voit que quand c'est du Péros, c'est-à-dire que c'est par voie orale, c'est entre 2,3 à 5 heures. Que quand on est sur du sublingual c'est juste en dessous de la langue, c'est en 2 heures. Quand c'est inhalé, c'est en 1 heure. Et quand c'est fumé, c'est en 3 minutes. Ben voilà. Donc, tout de suite. Et les tisanes, bah, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu de la supercherie. Parce que le Péros, eh bien, il y a très peu d'absorption en Péros et ça met très longtemps à être absorbé. Donc, là où c'est le plus intéressant, on voit bien que l'effet fumé ou inhalé, on va ressentir d'autant plus l'effet et de façon intense quand c'est fumé, encore plus que inhalé. Le problème qu'il y a, c'est que là, ça va directement dans le poumon. Le poumon, c'est un milieu stérile. Et on ne sait pas trop aussi à chaque fois que les choses sont fumées, inhalées, il y a peut-être d'autres composants qui vont abîmer le poumon. Mais le mode d'administration sous forme fumée ou inhalée, évidemment, on comprend bien. Alors ensuite, distribution, c'est normal, ça s'accumule dans les tissus adipeux. Donc c'est bien l'hypophyse, donc ça part bien vers le cerveau. Ensuite, on voit que la métabolisation, les cytochromes, qui sont les cytochromes? Ce sont des petits ouvriers qui vont transformer la forme active en inactive. Et on voit bien que le CBD, il y a un nombre de cytochromes impliqués qui sont très importants, ce qui veut dire qu'il va y avoir plein d'interactions médicamenteuses. On en reparlera tout à l'heure. Et l'élimination, l'élimination, elle est plus rapide que le THC, puisqu'on sait que le THC, ça peut rester encore 3 semaines. Et là, on est sur une élimination. Le T demi-vie, c'est quoi? C'est de 56 à 60 heures. Demi-vie, ça veut dire que la concentration dans le sang est diminuée de moitié. Et pour que ce soit complètement éliminé, on fait, nous, de façon théorique, 5 fois la demi-vie, donc 5 fois 60 heures. Donc, ça veut dire 60 heures, 48, 72 heures, 3 fois 5, 15 jours. Voilà. La voie, on m'a mis juste un petit message que j'ai vu apparaître, c'était sur les voies cutanées. Oui, sur les voies cutanées. Les voies cutanées, c'est pas très évident. Ça peut être très bien absorbé. Une peau de bébé, c'est une éponge. Une peau d'une personne âgée, c'est complètement carton et c'est beaucoup plus difficile à pénétrer. Voilà. Mais c'est important d'avoir ces notions de pharmacocinétique que l'on a pu avoir par l'Epidiolex. Ensuite, les interactions, les interactions, les voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le CBD, on a vu qu'il interagissait sur beaucoup de cytochromes au niveau du foie. Au niveau du foie, où on passe d'une molécule active à inactive. On voit que le CBD a une action
inhibitrices enzymatiques. Donc, les enzymes, ce sont ceux qui transforment une molécule active en inactive. Il est inhibiteur enzymatique. Ça veut dire que quel type d'action il a sur les autres médicaments? Il empêche leur métabolisme. S'il empêche leur métabolisme, la molécule reste sous une forme active plus longtemps. Si elle reste sous une forme active plus longtemps, eh bien, on risque des surdosages. Les premiers éléments où on s'est vraiment rendu compte des interactions, c'était avec les autres antiépileptiques, puisque je vous rappelle que l'Epidiolex est un antiépileptique et que souvent il a été rajouté à d'autres traitements antiépileptiques. Donc, les éléments qu'on a eus dans un premier temps, c'était sur les autres antiépileptiques où on a vu cet effet inhibiteur enzymatique. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un petit effet inhibiteur. C'est-à-dire qu'il empêche vraiment, il y a eu des problèmes de surdosage et on est obligé de doser justement les autres antiépileptiques auxquels il est associé. Donc, le clobazam, on le connaît un petit peu, nous, puisque c'est une benzodiazépine, c'est l'urbanil. L'urbanil, c'est une benzo qui est un petit peu particulière parce qu'on l'utilise surtout en tant qu'antiépileptique. Mais certaines personnes l'ont aussi en tant qu'anxiolytique. Donc, on verra qu'il y a pas mal d'interactions. Le stilipintol est également un antiépileptique. Là où c'est embêtant, c'est que dans la biblio, il sort beaucoup justement de publications sur les interactions. Il y en a une que je viens de voir là, c'est dans Thérapie. Très intéressante, qui fait un point sur toutes les interactions, cannabidiol and pharmacokinetics, puisqu'on a vu la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est toutes les interactions. Et ils font tout un point donc, dans Thérapie, qui vient de sortir. Et on se rend compte, et là c'est embêtant, qu'il y a des interactions avec la warfarine. Alors, la warfarine, le petit nom n'est pas forcément connu, c'est la coumadine. La coumadine, qu'est-ce que c'est? C'est un antivitamine K. Un antivitamine K qui est utilisé chez les patients qui ont présenté, par exemple, un AVC. C'est un anticoagulant. Et là, on sait que c'est une catastrophe si on déstabilise ces traitements, parce que où les patients ils risquent de faire des hémorragies s'ils sont sur ce type de médicament, la warfarine. Et ça majore l'INR. Donc attention, ça agit sur les anticoagulants. Ensuite, on voit que ça agit sur le tacrolimus aussi en augmentant son effet. C'est un immunosuppresseur, le tacrolimus. On voit qu'il y a eu des case reports qui sont sortis sur la méthadone, où c'était une patiente, une petite patiente, je me rappelle très bien de cette publi, qui avait des douleurs résistantes. Et c'était une jeune patiente qui présentait des douleurs importantes traitées par méthadone, comme ça peut être utilisé. Et la maman, pensant bien faire, avait vu que le CBD était aussi intéressant sur la douleur. Et comme elle voyait sa fille qui était encore très douloureuse, elle lui a rajouté du CBD en complément alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a fait des éléments de surdosage aux opiacés. Alors, autre case report qui nous intéresse, c'est le lithium. Et le lithium, on ne sait pas trop comment ça se passerait, mais il semblerait qu'il y ait aussi de jolies petites interactions qui se jouent au niveau rénal et qu'on risquerait d'avoir des surdosages. Alors, il n'y avait qu'une publi dessus, hein. Donc il faut vraiment, on voit qu'il y a plein d'interactions qui sortent en tous sens, que c'est des case reports, la plupart qui sortent en publication, mais il y a quand même eu, semblerait-il, suite à la mise en place de CBD, alors vous allez me parler de dose.
c'est pas clair, hein, c'est pas clair. C'est vrai qu'il y a le médicament où on a une notion de dose qui est sortie. Est-ce que nos compléments alimentaires à la dose où ils sont utilisés peuvent avoir des interactions? Eh bien, dans tous les case reports qui sortent, c'est pas forcément une prise en charge médicamenteuse, mais des compléments alimentaires. Donc, c'est vraiment là la problématique du CBD, c'est les interactions potentielles. Donc, le lithium, c'était seulement un case report, c'est sur un cas. Mais suite à la mise en place de compléments alimentaires, il y a eu une augmentation de lithium, avec tous les biais que l'on peut avoir sur des case reports. On voit qu'il y a l'éverolimus, qui est aussi un immunosuppresseur, où il y avait des interactions qui étaient importantes. Le tamoxifène, alors là, c'est embêtant, mais c'est dans l'autre sens. Je vous explique. Le tamoxifène, on l'utilise chez les femmes qui ont présenté un cancer du sein et où on le met après une chirurgie pour éviter les rechutes. Ce médicament, lui, il a besoin d'être métabolisé, c'est le contraire, pour pouvoir être actif. Et là, finalement, en ayant ce rôle inhibiteur, il l'empêche d'être métabolisé. Donc, le médicament que l'on utilise pour prévenir les rechutes de cancer du sein n'est pas actif. Donc là, on est sur une problématique majeure aussi où si la personne prend du CBD et est traitée par tamoxifène, eh bien, le tamoxifène ne marche pas. Caféine, eh bien, il y aurait un rôle inhibiteur du CBD, ça augmenterait la caféine. Pourquoi on en parle? Parce que la caféine, on sait très bien que ça interagit aussi, par exemple, avec la clozapine. Ça a un rôle sur la clozapine également. Alors, ensuite, donc, on voit, ça c'était intéressant. Donc, vous voyez plein d'interactions. Il y a des publications en ce moment sans arrêt. Thérapie, pour regarder, je ne sais pas si c'est sorti ou si c'est en cours, beaucoup d'interactions qui sont bien décrites. Ça, c'est très intéressant. Dans les effets indésirables, il y avait eu quand même une méta-analyse. Une méta-analyse, qu'est-ce que c'est? C'est finalement plusieurs essais cliniques qui sont associés avec des résultats de case report. Et on voit dans cette méta-analyse de Chesney qu'il y avait, alors là, on est plutôt sur une utilisation du CBD à dose élevée, des problèmes de pneumonie, d'atteinte hépatique. On voit qu'il y a pas mal de choses qui jouent sur le foie, de sédation et de somnolence, de troubles digestifs et de diminution de l'appétit. Donc ça, c'est des effets indésirables auxquels il faut s'attendre. Les études de cohorte, c'était des éruptions cutanées. Mais voilà, on est toujours sur cette notion de dose. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir ces effets indésirables puisqu'on est là sur des doses de CBD qui sont beaucoup plus faibles. La suivante. Alors, je voulais vous présenter une petite étude qu'avait fait notre interne dans le cadre de sa thèse d'utilisation du CBD où elle était allée interroger des patients dans notre XAPA au départ pour voir comment ils utilisaient le CBD. Et ensuite, elle avait été un peu plus loin, elle avait regardé les traitements qu'ils prenaient et elle s'était posé la question des interactions qu'il pouvait y avoir entre leur prise de CBD et les traitements qu'ils avaient, qui étaient associés à leur prise en charge. Donc, c'était l'usage du CBD en automédication au CHCP. C'était pour faire un état des lieux de la consommation de CBD dans les unités d'hospitalisation complète en hôpital de jour. Évaluer les modes et les motifs de consommation du CBD chez nos patients. Et ensuite, comme objectif secondaire, c'était d'évaluer les effets perçus par rapport aux effets attendus, évaluer s'ils avaient une présence ou non d'effets indésirables. Et ensuite, c'était d'analyser toutes ces interactions médicamenteuses potentielles. Alors, ensuite, voilà, elle avait élaboré un questionnaire et puis elle s'était dit que plutôt que de laisser les questionnaires, elle était allée rencontrer les patients. Comme ça, on était sûr que les questionnaires
s'ils étaient accompagnés, étaient mieux remplis. Finalement, ça n'a pas été si simple que ça de trouver des patients qui veuillent bien remplir et c'est juste, c'est intéressant, mais c'est 28 patients qui ont été inclus. Donc, c'était principalement des hommes qui utilisaient ce CBD. La moyenne d'âge, c'était 39,9 ans. Donc, on était plutôt sur une population 40 ans. La plupart avaient un emploi. Et donc, vous voyez où il y avait d'autres substances qui étaient consommées. Alors après, c'était les atteintes psychiatriques qu'ils déclaraient présenter. Ensuite, où avez-vous entendu parler de la substance? Bon, c'était des connaissances. Depuis combien de temps en consommez-vous? Et alors là, c'est très rigolo parce qu'on voyait que les quantités, c'était de 1 à 5 ans. Donc, une pratique d'utilisation du CBD en complément alimentaire avant qu'il y ait tous ces CBD qui se fassent avec le vapotage et tout ça, mais ça fait X temps que les personnes déjà consomment du CBD sous forme de complément alimentaire, puisqu'on voyait qu'on en avait même qui étaient au-delà de 10 ans. Ensuite, à quelle fréquence? Ah, c'était quand même 1 à plusieurs fois par jour. Et l'effet recherché était vraiment cette sensation de bien-être qui était recherchée, de douleur. On voit que c'était quelque chose, ils souhaitaient l'utilisation du CBD pour les douleurs, de diminution de la consommation du cannabis. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que certains déjà l'utilisaient pour diminuer leur consommation de cannabis. Alors, il y en avait qui disaient par simple curiosité et l'endormissement. Alors ensuite, où achetez-vous votre CBD? Alors ça, c'était dans les magasins spécialisés. Et quels produits consommez-vous? Quand on parle avec les addictologues, il faudrait des formes à libération prolongée. Et on voyait que c'était quand même les fleurs qui étaient consommées principalement et sous forme sans doute fumée. Et comment la consommez-vous? Bah oui, c'est pas de l'ingestion, c'est bien du fumé, donc il voit bien tout l'intérêt de fumer, mais qui en pharmacocinétique s'explique complètement. Alors ensuite, c'était intéressant de savoir quel effet ils avaient eu, s'ils avaient eu un effet ou pas. Donc sur la sensation de bien-être, la plupart, oui, ils étaient assez satisfaits, ou ils trouvent que vraiment en sensation de bien-être, ça marche bien. Sur les douleurs, un petit peu plus mitigé. Sur l'endormissement, non, non, non. C'était pas ça qui marchait. Alors, schizophrénie, ben, celui qui le prenait pour ces troubles psychotiques, eh bien, il semblait y voir un intérêt. Celui pour les troubles sexuels aussi, mais vous voyez que ça ne veut rien dire, hein. On est sur des petits, c'était le nombre de personnes pas suffisant. Par contre, on avait justement regardé par rapport au CBD et au cannabis. Et là, c'était intéressant parce que quand même, alors on ne sait pas l'effet réel ou pas, mais 86% dit avoir réduit sa consommation de cannabis. Arrêt total 43% et réduction d'un palier 28,5%. Voilà. Et syndrome de sevrage ressenti, eh bien non. Et ils étaient assez satisfaits justement d'avoir ce CBD. Réduction de cette sensation de craving. On voit qu'il y a quand même des éléments là-dessus. Ensuite, par contre, si on va sur les interactions, donc elle avait posé la question à chaque personne, qu'est-ce qu'il avait justement dans ces éléments-là. Là où ça nous pose problème, il faut toujours visualiser quels sont les médicaments à risque pour nous. Donc, on a vu qu'il y avait des histoires sur le lithium. On a vu la méthadone. Mais si l'on regarde de plus près, à quel médicament il faut avoir peur? Si on sait qu'il y a des interactions. La clozapine. Donc, toujours y penser. Justement, on a vu que ça pouvait agir aussi sur la caféine, que la caféine aussi, ça peut augmenter l'effet de la clozapine, puisqu'il a un petit effet inhibiteur.
Donc, clozapine, pour moi, c'est un médicament à risque. Donc, consommation de clozapine et de CBD, il faut faire attention. La carbamazépine, c'est un intervalle thérapeutique étroit. Ça veut dire que très rapidement, on peut être sur des surdosages. Donc, attention aux interactions entre carbamazépine et CBD. Le lithium, on a vu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Attention à lithium et CBD. Hydroxysine, c'est l'Atarax. Alors, je rappelle peut-être, clozapine, c'est le Leponex, carbamazépine, c'est le Tegretol, lithium, c'est le Theralite, hydroxysine, c'est l'Atarax. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Atarax, si on sait qu'il y a les problèmes d'allongement du QT, donc si on augmente la concentration de l'Atarax dans le sang, on risque d'allonger le QT. Et l'autre aussi qui est à risque, toujours pour cette histoire de QT, c'est l'escitalopram. L'escitalopram, c'est le séroplex. Et le séroplex également, il allonge le QT. Donc, s'il y a vraiment des traitements, on sait qu'il y a des interactions, c'est pas trop encore quel est le niveau par rapport aux compléments alimentaires, mais toujours regarder le patient. Est-ce qu'il a de la clozapine? Est-ce qu'il a du Tegretol, du lithium? Les histoires avec l'Atarax et l'escitalopram sur l'allongement du QT. Et puis aussi, on a parlé de la méthadone. Voilà. Ensuite, donc dans les effets indésirables, pour la plupart, ils n'avaient pas d'effets indésirables. Et puis, donc, en discussion, motif majeur de la consommation de CBD, on est sur une sensation de bien-être. Elle avait fait une comparaison par rapport à une étude qui est très intéressante, qui avait été réalisée par Zobel sur une population générale en Suisse. Donc, on avait comparé entre les motifs majeurs de consommation de CBD dans une population par rapport à une population générale, où on a quand même à la fois des aspects de sensation de bien-être, qui est quand même celui recherché, mais pas que. Il y a cette consommation de cannabis qui est en plein milieu. Et puis ensuite, parce qu'on a vu que c'était un médicament et qui pouvait être actif sur des traitements de maladies. Le mode de consommation, on est sur le même, hein, c'est les fleurs de CBD qui sont fumées. Les lieux d'achat, on est sur les magasins spécialisés. Une évaluation plutôt positive par les personnes, qui c'est complètement en accord avec la population suisse. Ensuite, nous, bien sûr qu'on était très, très faibles par rapport à eux, où ils étaient beaucoup plus larges. Pas d'effet indésirable, bon profil de sécurité. Mais là où c'est l'aspect interaction médicamenteuse. Ça, c'est vraiment à retenir. Donc, sensibiliser la population qu'il prend. Alors, si on veut continuer un petit peu à discuter, on est toujours sur cette qualité, cette teneur réelle en CBD dans ces compléments alimentaires où finalement, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Parce qu'il y avait une étude qui avait été faite en 2017, produits non conformes à l'étiquetage dans 55% des cas quand même. Et que le THC, qui avait été fait, ils avaient fait une étude sur ces compléments alimentaires où ils sont censés être à 0,3%. Eh bien non, il y avait du THC qui était retrouvé. Donc si THC est psychoactif, attention. Et puis cet étiquetage qui n'est pas conforme. Et après aussi, tout dépend de la forme, sous quelle forme on le consomme. Atteinte pulmonaire. Donc, en conclusion générale, qu'est-ce qu'on dit? Au croisement du complément alimentaire et du médicament, c'est pas facile ça, c'est compliqué. Améliorer les contrôles des produits vendus, difficulté d'établir une relation dose-effet, puisque vous voyez que les médicaments, on est sur du 300 mg, du 1000 mg, alors que là, on est sur les compléments alimentaires entre 20 mg, 100 mg. Nécessité de préciser les risques d'interaction. Là, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a beaucoup de risques d'interaction médicamenteuse. Un bon profil de sécurité de tolérance plutôt à faible dose. Il y a des alternatives thérapeutiques. Ben oui, le système endocannabinoïde
Et sans doute qu'il va falloir travailler davantage dessus, c'est très intéressant. Et puis cette molécule pléiotrope. Donc je vous rappelle ce que ça veut dire, c'est que non seulement ça marche sur le système endocannabinoïde, mais on voit que ce CBD aurait aussi une action sur d'autres neurotransmetteurs. C'est très difficile d'émettre une conduite à tenir générale. Voilà, il faut avoir cette notion dose, bien le faire ressortir, d'interaction possible, oui, de molécules d'avenir, oui, mais sans doute travailler davantage sur une notion de médicaments qui sont en train de sortir. Le cannabis, cette expérimentation qui est en cours et qui est vraiment très intéressante. Voilà. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Cueil, pour cette belle présentation et très claire et qui nous a éclairé un petit peu plus sur les aspects pharmacologiques, législatifs, biomédicaux, ainsi que sur les propriétés pharmaceutiques et le devenir du CBD de manière générale dans l'organisme. On l'a compris, le CBD n'a pas d'effet psychoactif, mais contrairement à ce qu'on peut voir. C'est aussi très intéressant toute la partie sur les interactions entre CBD et traitements médicaux. On a reçu beaucoup de questions. Malheureusement, le temps ne va pas le permettre parce qu'il faut qu'on enchaîne aussi avec la deuxième partie qui est le cas clinique. Donc, on va prendre juste quelques questions en 5 minutes et puis à ce moment-là, on enchaîne avec la deuxième partie. Je te laisse la main, Sandrine, avec les questions. Oui, bonjour à tous. Bonjour, docteur Cueil. Alors, effectivement, quelques questions qui m'ont été posées lors de l'inscription, notamment. Donc, des questions auxquelles vous avez en partie déjà répondu. Mais bon, je les repose là. Donc, quels sont les mécanismes d'action du CBD et quels premiers résultats, quels risques potentiels? Je pense que ça, finalement, est-ce qu'on a répondu? Donc, différence entre THC et CBD, clairement. C'est pas, là, ça agit. On voit que ça a une action pas directe sur les récepteurs CB1 et CB2 comme peut l'avoir le THC, mais sur d'autres récepteurs qui sont intéressants, dopamine, sérotonine. Donc, il y a des choses à creuser. Effet indésirable, eh bien, on a vu les effets, mais qui sont à des doses médicamenteuses. Donc, les compléments alimentaires, ça se passe plutôt bien au type d'effet indésirable. Donc, ça serait plutôt rassurant. Mais c'est toujours l'idée qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ces compléments alimentaires. On a vu que ce n'est pas toujours conforme, les doses, et on a vu qu'il peut y avoir du THC. Ça, c'est aussi un message fort à faire passer. Et les interactions, retenir les interactions avec les AVK, c'est très important en population générale, parce que ça, c'est un risque majeur. Et ensuite, la notion avec nos psychotropes, surtout la méthadone, ça, faut le retenir. Il faut retenir avec le lithium et puis Séroplex, Atarax, la clozapine et voilà. Très bien. Oui. Pardon. Une autre question plus sur la pratique, c'est-à-dire comment travailler en intra-hospitalier avec l'usage de ce produit, quel positionnement pour les directions d'établissement et aussi pour, bien sûr, les soignants et les psychiatres. Alors, je vais vous donner, pour moi, étant donné que souvent c'est du fumé, ça a la même odeur parce que ce sont les terpènes qui ont une odeur, qui sont souvent associés. Et l'odeur du CBD ou du THC, c'est la même. C'est la même. C'est les mêmes odeurs. Donc, c'est très difficile dans un établissement de faire la différence entre l'un et l'autre. C'est pas possible. Donc, nous, au niveau de notre établissement, le positionnement était clair. Ce n'était pas accepté parce qu'on ne peut pas faire le différentiel entre THC et CBD. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres établissements, mais je peux vous dire que ce n'est pas possible de faire la différence. Okay. Une dernière question peut-être, Sandrine? Une dernière, alors quelles sont les interactions majeures avec des traitements plutôt somatiques? Donc, on a vu les AVK, ça, je veux vraiment le dire, ces anticoagulants, c'est tellement difficile à stabiliser, ces anticoagulants.
Ou c'est pas assez actif, les personnes ils risquent de faire des caillots et de décéder d'embolie pulmonaire et de choses comme ça, ou c'est trop actif, ils font des hémorragies. Là, on est dans un problème s'ils prennent du CBD de risque hémorragique. Ça se suit avec l'INR. Il ne faut pas que le patient il soit supérieur, en gros, à 5. Donc, ça, c'est vraiment le message à faire passer. Les personnes qui sont sous anticoagulants, non. Alors, je sais que c'est peu dans notre population, mais admettons quelqu'un qui se casse la jambe. C'est un petit peu compliqué. Il a des héparines par un temps, ensuite il a des AVK, ou alors il a une phlébite. Eh ben, ça peut arriver que les populations jeunes aient quand même ces anticoagulants. Ça, c'est le risque majeur pour moi. Ensuite, sur les autres antiépileptiques, il y a plein d'interactions dans tous les sens. Donc, une personne qui est épileptique, attention, il y a des interactions dans tous les sens. Ça va potentialiser l'action des autres antiépileptiques qui risquent d'avoir des surdosages d'autres antiépileptiques. Ensuite, on a vu les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, c'est des personnes qui sont greffées souvent et qui ont ces médicaments-là. Donc là, on voit qu'avec les immunosuppresseurs, il peut y avoir aussi des interactions, mais plus à type de toxicité. Ça va pas, le greffon ne va pas lâcher. On n'est pas dans ce sens-là. On est dans l'autre sens où c'est une toxicité des immunosuppresseurs. On a vu donc aussi la méthadone dans les douleurs. Et sinon, ce dont je voulais parler, je pense, c'est le tamoxifène. Les femmes qui ont un cancer du sein, attention, là par contre, ce n'est pas actif parce qu'il n'a pas été métabolisé, il n'est pas passé sous forme active. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et voilà, je vous ai affiché le cas clinique que l'on souhaite traiter avec vous pour voir un petit peu comment ça se passe de manière concrète, la prise en charge, qui n'est pas que médicale. Et là, je cède la parole à Sandrine Carton et Thibaut Panetier du XAPA Émergence pour nous commenter un petit peu ce cas clinique. Bonjour, vous nous entendez? Oui, parfaitement. Donc, je suis Thibaut Panetier, psychologue au XAPA Émergence sur la consultation jeune et l'équipe mobile de prévention. Et bonjour, je suis Sandrine Carton, psychologue clinicienne au Centre Émergence. Donc, on est un XAPA, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. On dispose de 2 consultations, une consultation dite adulte pour les plus de 25 ans et une consultation jeune consommateur qui accueille de 12 à 25 ans. On a également une équipe mobile de prévention sur laquelle nous intervenons avec Thibaut. Alors, la question du cas clinique, je vais y revenir juste après. Je trouvais intéressant d'évoquer avant un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire du CBD de notre point de vue, des rencontres qu'on a pu avoir dans le cadre de nos suivis, mais aussi dans le cadre de la prévention, du regard qui est porté sur le CBD par les jeunes, par les parents, par les soignants aussi, parce qu'on travaille aussi sur les représentations des soignants pour pouvoir aussi après soignants au sens large, éducateurs au sens large, pour pouvoir après faire évoluer la façon dont on va aborder ces sujets. C'est toujours un peu délicat avec des adolescents. Et donc, le CBD, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Il y a déjà beaucoup de patients qui ont expérimenté ça, qui, avant qu'on en trouve dans les boutiques, arrivaient à en trouver sur Internet, que ce soit sur le dark web ou même directement sur des portails tout à fait accessibles à tous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça peut prendre différentes places, différentes fonctions, et ça dépend où en est la personne dans son parcours de soins, dans son accompagnement. Et donc, on peut avoir parfois des expérimentations, des tentatives de consommation de CBD pour venir comme ça, un peu de façon magique, substituer la consommation de cannabis. Et on voit bien que pour beaucoup, quand c'est fait sur ce mode-là un peu direct, ça fonctionne pas parce qu'ils y trouvent pas les mêmes effets, et ils y retrouvent pas, pour certains, la défonce qui est recherchée, l'effet comme ça de mise à distance, de bulle, et donc ils finissent par le reléguer assez vite à quelque chose de gentil, de très faible en effet, qui leur correspond pas, qui ne fait pas partie presque de leur monde, quoi. Là où d'autres, en fonction de l'étape où ils en sont, vont pouvoir utiliser le CBD un petit peu
en intermittence avec les consommations de cannabis, et ils trouvaient une manière de réduire comme un moyen comme ça d'aider à la réduction, mais ça ne le substitue pas véritablement. Après, il y a encore d'autres cas de figure où passer une étape voilà, dans l'accompagnement, dans le travail, ou un moment de vie particulier qui fait que là, le cannabis, on arrive à prendre de la distance, ben, on voit qu'il y a des consommations de CBD sous forme dites de fleurs de CBD, donc vraiment la même présentation que de l'herbe, qui va être fumée sur le même mode, hein, fumée sous forme de joint. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui continue, hein, c'est-à-dire il y a quand même la recherche du goût, de l'objet en lui-même, la pratique de la fume, qui en fait cette fonction-là, elle est toujours maintenue. Elle vient souvent se loger le soir, hein, à la place du bédodo d'avant. Donc bédodo, façon de parler pour dire que c'est les joints du soir, les joints avec lesquels on a souvent rendez-vous le soir, qu'on va retrouver, qui constituent une bulle comme ça, qui mettent à distance et qui favorisent l'endormissement. Bon, bah, pour certains, ça va, voilà, ils vont trouver dans le CBD une manière de maintenir ça sans avoir les effets massifs du THC. Et souvent, moi, ce que j'ai observé avec quelques accompagnements où il en était question, bah, ça vient avec un moment de vie aussi où il faut pouvoir se réinsérer, il faut pouvoir se lever tôt, faut pouvoir et ils y trouvent l'intérêt de voilà de pas avoir l'effet massif le matin de la fatigue, et que c'est compatible en fait avec une meilleure attention, une meilleure mémoire, et ça crée de fait sur ceux qui consomment depuis plusieurs mois du CBD pas du tout d'effet amotivationnel, hein, de syndrome amotivationnel. Donc pour cela, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Maintenant, ça pose toujours la question ça reste consommé sous forme fumée, sous forme de joint, donc il y a quand même une dépendance, en tout cas un élément de dépendance psychique qui est maintenu. Et puis pour la question de santé, donc on peut inscrire ça aussi dans une question de réduction des risques. Pour certains, ça s'inscrit là-dedans. Et puis pour d'autres, bah, ça peut passer aussi sur d'autres formes d'administration. Donc ils se séparent de la forme fumée sous forme de joint, peuvent passer à des vaporisateurs. Et puis après, tout ce que le docteur Cueil a évoqué sur différents modes de compléments alimentaires ou quoi. Et on a vu aussi, j'y pense là, un patient m'a parlé aussi de lui, il se procurait de l'isolat, par exemple, de CBD, c'est appelé comme tel, donc c'est transformé chimiquement, et il dit que ça correspond, hein, sous forme de poudre et cristaux, à 99% de CBD. Donc là, on est dans des doses qui paraissent très importantes et qui ne sont pas du tout la même démarche que ce dont je parlais juste avant. Et là, on voit qu'il peut y avoir des interactions ou une recherche, en fin de compte, d'associer ça à des prises de produits. Hein. En l'occurrence, c'était une descente de cocaïne. Et là, on voyait que la prise de CBD sous cette forme d'isolat très pure, très concentrée, venait un peu dans ce moment de descente, faire un peu tampon, tenter de faire tampon. Et entre les effets attendus et les effets réels, apparemment, ça ne l'a pas aidé forcément à faire cet effet tampon de descente, mais plutôt, me dit-il, hein, m'avait-il dit, relancer l'effet de cocaïne. Alors, c'est ce qui s'est passé pour lui, mais bon, ça pose la question de l'interaction, ça pose la question aussi de où est-ce que vient se loger le produit, quelle place on lui donne, quelle représentation on en a. Dans un cadre de prévention, c'est sûr que c'est intéressant de travailler sur les représentations, d'être prudent, de mettre en questionnement les choses pour pas que ça devienne en fin de compte un objet magique, un objet de cannabis atténué où c'est mis à la place d'un médicament. Est-ce que tu voulais ajouter un truc? Oui, c'est vrai qu'on remarque quand même dans la pratique que ça intéresse peu les très jeunes en quête de sensations fortes, tout simplement parce qu'ils ne les trouvent pas à travers le CBD. Le public qui est consommateur de CBD, c'est un public qui connaît déjà plutôt bien les expérimentations, les produits, les consommations, et qui a envie quand même de prendre soin de lui différemment. C'est quand même le constat global. Ça peut passer par des jeunes qui ont des diagnostics de TDAH et qui cherchent une solution un petit peu alternative, par des consommateurs
chronique de cannabis, qui, tu le disais tout à l'heure, dans une période de vie particulière, comme débuter un nouvel emploi, hein, la sortie des études, c'est souvent un marqueur important, ont envie de réguler leur consommation et donc ils sont plutôt dans une quête de diminuer les risques et les effets de leurs anciennes consommations au profit d'un CBD un peu plus doux. Il y a un point intéressant aussi, c'est comme dans le cadre des CJC, il y a une mission de travail avec l'entourage, hein, que ce soit de l'accompagnement de soutien parental ou d'accompagnement de suivi familiaux, en fonction aussi des équipes et des structures. Il y a parfois, on le rencontre hein, dans la pratique, dans la clinique, des parents qui vont parfois financer la consommation de cannabis, ou parfois non. Mais on retrouve aussi des parents qui vont financer la consommation de CBD comme remède au cannabis. Et c'est intéressant de travailler ça, hein, même d'un point de vue vraiment du système familial, de voir qu'à un moment donné, le cannabis pouvait être, entre guillemets, l'ennemi commun, qui faisait un peu écran aussi peut-être à ce qui se jouait dans le système familial et dans l'histoire familiale, et que là, le CBD peut voilà, glisser et devenir le remède communément accepté, et, et en fait, voilà, continuer de faire écran, ou en tout cas, ça peut être un levier pour travailler ça, si on a la possibilité voilà, d'accompagner la famille. Donc, il y a ces aspects-là, et il y a aussi... on voulait faire un point très rapide aussi avant de passer sur le cas clinique, de ce qu'on observe. Hein. Vous parliez, le docteur Kay parlait voilà, des différentes boutiques qui existent où ils proposent un certain nombre de produits, mais on voit aussi qu'en fait, on a quasiment des coffee shops de CBD avec toutes les variétés qu'on peut retrouver de cannabis, mais sous forme d'herbe, mais aussi sous forme de résine, de pollen, toutes les variétés de résine qui existent sont créées en version CBD. Ouais. Donc ça vient tout de suite interroger comment on peut obtenir autant les mêmes produits, etc. Donc on s'est renseigné hein, aussi bien auprès des patients que sur des forums type psychoactif ou voilà, au gré du web. Et ce qui ressort, même en interrogeant aussi des vendeurs de boutiques en CBD, tous ne le dévoilent pas, mais il y aurait une pratique de washing, c'est-à-dire qu'à partir de plants réels d'herbes, de cannabis, on leur fait subir un traitement au CO2 ou avec des solvants qui détruiraient le THC et une partie des cannabinoïdes. Et ensuite, la pratique serait de pulvériser sur ces plants qui sont un peu neutralisés d'une certaine manière, des terpènes pour donner le goût, comme vous l'aviez expliqué avant, et aussi du CBD. Voilà, le CBD, j'imagine, obtenu de façon synthétique. Et donc, on obtient comme ça des plants un peu remodelés, un peu synthétiques, qui font que ça pose question sur qu'est-ce qu'on consomme et comment c'est perçu aussi par un certain nombre de jeunes. Voilà, ça, je pense que ça mériterait d'approfondir ça, une enquête. Et puis, c'est important aussi pour étayer le discours qu'on va avoir sur tous ces produits. Et c'est différent hein, du CBD qu'on trouve dans les e-liquides ou des dérivés de CBD qu'on trouve dans les e-liquides. Hein, il y a eu notamment un e-liquide qui n'était pas du tout vendu légalement, hein, qui s'appelait Buddha Blue ou PTC, abréviation de pète ton crâne. Donc on peut imaginer les effets. Il y a eu de nombreux passages aux urgences de jeunes qui avaient consommé cette substance-là en e-liquide, qui se voulait être un espèce de THC synthétique, mais qui finalement était un peu plus que ça, avec un taux de THC estimé à 95%. Donc c'est vraiment énorme par rapport au THC que l'on trouve même dans la rue, et qui a créé voilà, pas mal d'accidents. Donc, c'est pareil sur le format e-liquide, on trouve un petit peu de tout quand même, des choses réglementées et des choses qui ne le sont pas du tout. Et on retrouve aussi le même phénomène qu'avec tous les dérivés des catinones qui sont sortis, hein, appelés les nouveaux produits de synthèse, où il y a une course un petit peu du chat et la souris entre la législation, l'interdit et le nouvel dérivé qui sort. On retrouve à peu près ça aussi. Hein. On a vu qu'en
qu'en juin de cette année, le HHC avait été interdit, qui était aussi un dérivé cannabinoïde, avec des effets proches de ceux du THC, et même pas mal de batteries, de crises d'angoisse, de vomissements, d'anxiété, de confusion. Bon voilà, ça vient interroger en termes de dose, mais en termes de molécules aussi. Et on voit en fin de compte les vendeurs se décliner comme ça. Là, le dernier en date que j'ai pu observer en me rendant directement sur les boutiques, c'est le THCP, le HHCPO, voilà, un certain nombre de dérivés comme ça, où il est dit parfois même, en cherchant sur Internet, que certains ont, voilà, des effets 100 fois plus puissants. Bon, qu'est-ce qu'il en est? On sait que parmi les cannabis de synthèse, et là je parle plus du THC de synthèse, il y avait certaines molécules qui avaient des affinités voilà, jusqu'à 200 fois plus fortes sur les récepteurs, donc avec des effets massifs qui créaient tout de suite, en fin de compte, un état très inquiétant qui amenait souvent à une consultation psychiatrique en urgence. Donc voilà, il y a plein de choses qui sortent. C'est aussi intéressant de savoir comment c'est perçu, comment ça vient en fin de compte à la lisière de l'interdit, et comment en fin de compte aussi beaucoup d'adolescents dans un mouvement un peu transgressif viennent en fin de compte se saisir de ça, en n'étant pas tout à fait dans l'interdit du cannabis, du THC, mais en venant voilà, expérimenter aussi dans cette période-là et jouer avec l'interdit, jouer avec cet entre-deux, une expérimentation de plein de produits voilà, qu'on trouve sur le marché, hein, donc qui fait partie du paysage. Concernant le cas clinique, bon, il faut savoir que c'est un cas que nous n'avons pas suivi, hein, donc c'est à titre voilà, d'appui, de support pour ouvrir des pistes, pour discuter, mais c'est un cas qui est quand même complexe, hein, qui ne représente pas du tout la plupart des situations qu'on a dans le cadre de la CJC. On voit bien qu'il y a des antécédents familiaux lourds, il y a eu voilà, des pertes récentes importantes et il y a tout un parcours de soins très lourd. On voit qu'il y a du TDAH, et aussi un diagnostic de schizophrénie affective qui a été posé. Donc, bon, on est, je crois quand même, on peut le dire, dans un cas de psychose, et donc ça vient poser la question de quelle est la fonction, la place du produit et de l'addiction dans ce cas-là. Donc, ce qu'on trouvait intéressant avec Sandrine, c'est peut-être d'appuyer sur le fait que il y a eu des prises de toxiques multiples, on le voit, entre 14 et 25 ans. Donc, on voit qu'il y a des produits type alcool, cannabis, MDMA, benzo, drogue de synthèse. Bon, ça vient poser la question aussi de est-ce que c'était des consommations qui étaient prises dans un cadre groupal, festif, en sachant que si on a fait bien le calcul, la perte de sa sœur au moment des attentats, Xavier avait donc 18 ans. Donc les consommations étaient déjà présentes avant. On voit qu'il y a en fin de compte, ça vient poser la question de est-ce que sur une problématique de l'ordre psychotique, ces consommations ne venaient pas en fin de compte un petit peu stabiliser le moi, stabiliser l'identité en venant se coller un petit peu au groupe de consommateurs et permettre un petit peu que quelque chose tienne, tout en évidemment recherchant des effets, sans doute aussi des effets pour apaiser des angoisses et voilà. Après, sur le traitement actuel, c'est vrai que ça pose question de se dire, mais on n'a pas tous les éléments, hein, ça reste quelque chose de synthétique, de savoir, sur une schizophrénie affective, on a un antidépresseur et un anxiolytique occasionnel. Bon, savoir en fin de compte quel a été tout le parcours qui fait que maintenant Xavier consomme du CBD de façon régulière avec un discours, en tout cas il le met à une place d'anxiolytique et d'antidépresseur. Donc, alors que c'est son traitement en cours, donc c'est vrai qu'à nouveau on peut questionner aussi la quête un petit peu d'autonomie, une fonction autothérapeutique finalement du produit pour Xavier, mais on le remarque aussi beaucoup sur les patients d'émergence, et on voit bien que la représentation est quand même faussée par rapport au CBD. On a le sentiment que pour lui on serait presque sur un produit miracle qui pourrait éventuellement, là c'est peut-être un peu interprétatif, mais qui pourrait éventuellement permettre de ne plus être sous traitement, alors qu'évidemment on n'est pas sur le même registre et qu'éventuellement on pourrait
trouver une complémentarité, mais le CBD ne pourra jamais se substituer à un traitement sciemment prescrit. Après, ce qui est intéressant aussi comme piste, c'est de se dire, est-ce que c'est possible de travailler ça avec Xavier là où il en est, de voir le sens qu'il y met, la fonction qu'il y met. Est-ce que ça a l'air d'être une consommation a priori plus solitaire? Donc, et lui, il trouve en fait presque, on dirait un peu de manière idéalisée, voilà, un remède à sa situation, en sachant qu'on voit bien il semblait, si j'ai bien compris, être assez isolé, sans activité pro. Enfin, on voit bien où vient se loger le CBD dans ce cas-là. Il y a aussi des pistes de travail qui pourraient être avec la famille, hein, de pouvoir travailler cette question, cette place du CBD. Est-ce que c'est un CBD qui est, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, financé par la famille? À ce moment-là, qu'est-ce que ça vient créer comme entente tacite, comme deal, si je puis dire, intrafamilial? Voilà, donc après, dans une démarche de RDR, au vu du parcours qui décrit dans le cas clinique, on serait tenté de dire que c'est un moindre mal, tout de même, hein, puisqu'il y a eu quand même des consommations avant d'alcool, de cannabis, de MDMA, des benzos, des produits de synthèse. De mélange potentiellement aussi. D'interaction, de mélange. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que là, il y a une interaction avec la sertraline, avec le diazépam, de quel ordre. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'infos sur la façon dont est consommé le CBD là chez Xavier, donc à savoir la dose, mais aussi est-ce que c'est sous forme de joint. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de continuité comme ça qui vient remplacer le joint d'avant, ou en tout cas la place du cannabis. Donc, oui, est-ce que déjà une première démarche, ça serait peut-être vraiment RDR de passer sur un autre mode d'administration que fumer, si c'est le cas, hein. Ça peut être vaporisé, ça peut être d'autres produits, à savoir, on aura un contrôle de la qualité, un contrôle de la dose, et en même temps, ça vient questionner aussi, toujours, hein, la fonction que ça a pour lui voilà, à ce moment, à cette étape de vie pour lui, quoi. Donc, dans ce cas clinique, on voit qu'il y a sensation d'amélioration de l'état psychique, étape de somnolence, fatigue, troubles digestifs. Donc, on retrouve des effets qui sont, en tout cas, attribués au CBD à certaines doses. La perte du poids, tout ça. Enfin, c'est difficile de se prononcer. Hein. On ne peut pas tout, évidemment, mettre en lien avec le CBD. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, pour conclure, peut-être c'est toujours intéressant de proposer aux jeunes consommateurs un espace de parole autour de ces consommations, voir ce qu'ils en pensent. Voilà, je serais curieuse de savoir comment Xavier pense sa consommation aujourd'hui, au-delà même du CBD. Où en est-il des consommations très ponctuelles d'autres produits? Que recherche-t-il à travers cette consommation, seul ou accompagné? Et de proposer un lieu, voilà, sans jugement, qu'il prenne des produits licites ou illicites, et lui proposer éventuellement un accompagnement à la réduction des risques dans un premier temps, qui peut être amené à évoluer selon ses besoins. On ne vous entend pas. J'active mon micro, c'est beaucoup mieux. Est-ce que vous pourriez couper le vôtre parce que j'entends un écho, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie à tous les deux pour ce commentaire, pour le retour d'expérience d'abord, parce que c'était très intéressant, et aussi pour les commentaires sur le cas clinique de Xavier. C'est vrai que c'est un cas qui est assez complexe. Merci pour votre point de vue en tant que psychologue et les conseils que vous donnerez pour accompagner un cas pareil. Je pense qu'on a épuisé le temps. Est-ce que le docteur Emmanuel Cueil, vous aurez un petit commentaire par rapport à ce cas, éventuellement, assez rapidement? Merci beaucoup. Donc, ce cas est vraiment très intéressant. C'est justement comment, en effet, c'est la représentation qu'il a du CBD. Parce que si moi, de mon œil pharmaceutique, je regarde, je dirais, ah oui, diagnostic de schizophrénie affective, je suis étonnée déjà par le traitement, puisque nous n'avons aucun antipsychotique. Après, là, en pure interaction sertraline, non, pas forcément d'interaction plus que ça. Le diazépam,
Tout dépend de quelle consommation il en fait. Voilà, parce que le diazépam, au départ, on voit que c'est un petit dosage, 5 mg, c'est pas le 10 mg. Bon, il faudra voir mais c'est qu'est-ce qu'il met derrière finalement cette. Parce qu'on voit tout sur Internet et c'est vrai qu'il y a l'action anxiolytique et antidépresseur, mais sous quelle forme le consomme-t-il? Et vraiment avoir cette idée, cette notion de dose, lui faire ressortir la notion de dose. Après, je ne sais pas s'il faut, si lui en est content. C'est très compliqué, mais c'est vrai que schizophrénie, là, en tout cas à cette posologie-là, certainement pas. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je vais juste enlever le partage. Voilà, eh ben, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il vous a permis d'avoir des réponses à vos questions. Vous pouvez continuer les échanges sur le sujet. Nous offrirons une FAQ sur notre site prochainement par rapport à ce sujet et à d'autres sujets aussi. Donc voilà, au nom de l'équipe Prepsy, je vous remercie à tous. Merci au docteur Manuel Cueil, merci à Sandrine Carton et à Thibaut Panutier pour ce beau travail. Avec le réseau PIC, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur les interactions médicamenteuses avec d'autres sujets, notamment les nouvelles drogues de synthèse et d'autres sujets. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et très bonne journée à tous. Au revoir.